Allez, du coup, salut à toutes et à tous. On continue comme tous les 15 jours. Alors, donc, je vous l'ai dit la dernière fois, je le redirai cette fois, il est possible qu'à terme, on le fasse qu'une fois par mois, juste pour que je puisse le faire également pour les Anglais. Ça veut dire que si vous êtes bilingue, vous pourrez toujours en avoir un tous les 15 jours, mais il serait peut-être quand même temps que nos amis anglophones aient du contenu comme vous. Donc c'est toujours dans les tuyaux. Je pense que ce sera mis en place dès le début de l'année prochaine, puisque comme chaque année, on va changer quelques trucs à l'horizon 2023. Voilà, donc ça fait partie des choses qui pourraient changer. Rappel aussi, on est TAC novembre, égale bientôt décembre, les fêtes. Bref, il est possible qu'il y ait des rendez-vous qui sautent d'ici là. Mais bon, mis à part ça, de toute façon, ces exos, comme je vous l'avais dit, on les fait ensemble ici, dans ces rendez-vous-là. Vous devez les faire tout seul de toute façon, quitte à poster vos graphiques et demander de l'aide si vous nagez dans la sous-soupe. Ok, du coup, on commence. Donc, métaux, pétrole, MDT. Eh ben allez, c'est parti. Toujours prisme de tendance, hein, donc tous les trucs, genre Bitcoin, tout ça, on garde ça sous le coude plutôt pour la partie range, puisque c'est clairement de cela qu'il s'agit. Métaux. On n'est pas encore en tendance sur les métaux, même pas du tout. Plutôt MDT. Euh, le pétrole non plus, on n'est pas trop en tendance. Enfin, pas pour l'instant. Alors, Medtronic. On aurait une tendance mensuelle à ce que je vois. Ouh là, oui. Ok. Pardon, voilà, mensuel. Alright. C'est clairement le cas. Oh, c'est un beau bordel. Euh, Ah, le gaz naturel. Oui, mais le gaz naturel, ça m'étonnerait que ce soit une tendance. À mon avis, c'est plus un bon gros marché excessif au mieux, comme il a la capacité de l'être, mais moins un graphique. Euh, sur UT de court terme, ah non, non, non. Enfin, moi, je vous rappelle ce qu'on fait d'abord, avant de faire quoi que ce soit sur UT de court terme, machin, flux, volatilité, tout ça, ça se fait après avoir fait l'analyse de faible risque. La seule chose qu'il faut commencer par faire, c'est ça, c'est-à-dire trouver la tendance primaire s'il y en a une, ou la structure primaire de ce marché. Une fois que vous l'avez, vous devez avoir deux zones, une zone d'offre, une zone de demande à faible risque. Une fois que vous avez ces zones, c'est là qu'on commence à réfléchir. Si vous êtes dans la zone, bah, il vaut mieux trader à faible risque. Si vous n'êtes pas dans la zone, on peut redescendre sur les time frames inférieurs pour aller chercher des flux ou de la volatilité, mais il faut trouver le time frame de référence parce que là où il y aura des flux exploitables, ça sera toujours 3 UT en dessous. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas une vérité générale, mais c'est une vraie résonance du marché. Là où on va trouver des gestions du risque de flux, c'est 3 time frames en dessous des gestions à faible risque. Point. Voilà. J'y peux rien. Oui, j'ai inventé ce truc-là ex nihilo, mais c'est parce que ça fait des années que je le vois. Donc il y a quand même une occurrence. Et puis, comme d'hab, je vous donne pas un truc à manger comme des débiles. Je vous dis, regardez par vous-même, faites-vous votre propre avis. Et vous verrez bien que les flux, ils sont très propres, 3 UT en dessous de la gestion à faible risque. Point. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par faire les choses dans un ordre. On ne traite pas les flux sur les time frames qu'on veut, on traite les flux sur les time frames qu'on peut. Ça nécessite donc de faire un travail préalable correct. Euh, Sinon, vous jouez les flux à court terme en intraday, mais ça, on vous dit, ça nécessite d'autres compétences que pour la plupart, vous n'avez pas. C'est-à-dire, il faut savoir lire au-delà juste des structures de flux, il faut savoir lire les carnets d'ordre. Voilà, quand on travaille en intraday, c'est pas possible de faire autrement que ça. Il faut savoir lire les volume profiles, il faut savoir lire les market profiles et il faut savoir lire les ordres, c'est-à-dire lire le tape. Et Dieu sait qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire ça correctement dans ce milieu. Euh, il y en a, hein, attention, loin de moi de le dire, mais c'est pas la majorité. Bref, donc on referme cette parenthèse. Donc ça ici, s'il y a quoi que ce soit de toute façon, on est déjà en haut, on est en mensuel. Alors pardon, je sais pas. Hop, on est déjà en mensuel. Ok, donc le deal simple, efficace. Putain, pourquoi ça marche plus ce truc-là? Casse les bibines. Euh, Qu'est-ce que c'est qui déconne? Attendez, c'est juste de comprendre pourquoi ce truc marche plus. Ah, c'est mieux ça.
Ah, ok. Pardon. Du coup, donc, dans tous les cas, ce truc-là, on est sur le time frame le plus large. Ici, quoi qu'il en soit, ce sera un schéma, en tout cas pas du range, donc on est sur un schéma de tendance. Maintenant, est-ce que c'est la séquence primaire? Franchement, ça n'en a pas du tout la gueule. On va faire simple. Il y a eu ici une première phase de tendance et elle n'a pas suivi sa séquence principale, d'accord? Donc il y a un bon gros problème ici dans la structure. Ça sent surtout qu'on est probablement sur des tendances du T supérieures qu'on ne peut pas vraiment voir ici. Mais ça en prend franchement la forme. Donc pour ma part, ce serait... Ah mais fais chier, pourquoi il ne pas me bosser correctement ce truc? Bon. Donc on y revient. Ici, on me dirait, oui, ok, pour un range trimestriel, bon, j'arrive même pas à le voir tellement il est petit, on aurait un breakout digne de ce nom, un gros pullback, un excès final. Dans ce cas-là, pourquoi ça s'arrête pas vers là? On aurait dû voir, à mon avis, normalement, sur ce type de truc-là. Donc là, je vois bien une séquence qui ressemble à la tendance primaire, mais ça me paraît un peu excessif sur l'excès final. Donc, bah, pourquoi pas, hein, mais on va dire, dans ce cas-là, on l'aurait fait et on est en train de ranger. Donc pour ma part, la valeur de ce truc, c'est 75 $. On est au-dessus de la valeur. Donc pour ma part, pour des achats, ça se fait en dessous, le plus loin possible des 75. Pour des ventes, ça se fait le plus loin possible au-dessus. Et pour ma part, j'appliquerai pour l'instant, c'est-à-dire à défaut de savoir, j'appliquerai une stratégie de range entre ce bottom et ce top. Évidemment, là, on serait en train d'aller chercher une deuxième borne de ce range. Donc, c'est très très difficile, réservé aux expérimentés. Je vous recommanderais là-dedans d'attendre la deuxième borne et de trader tranquillou la troisième à la vente. Voilà. Et puis derrière, vous pourrez trader la quatrième à l'achat, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le schéma où on ne se prend pas la tête, c'est de dire quand vous avez borne 1 et 2, vous savez que ça va vendre la troisième, et vous savez qu'après, vous pouvez appliquer les stratégies borne neuneu autant que nécessaire. D'accord? Voilà. Jusque-là, ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, cette structure-là, pour moi, c'est plutôt tendance trimestrielle. On voit bien le pullback en trimestriel, hein, qui est donc le range mature qu'on voit en mensuel. Et on voit bien ici que si on avait des cycles, ça aurait fait tac, 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 et l'excès final ici. D'accord? Bon, l'excès final est clairement excessif. C'est-à-dire, moi, perso, dans le jeu de ce truc-là, je vous redis souvent de ne jamais aller plus loin qu'un ratio 1 pour 1. Donc pour moi, le goodbye, c'était ici, en max, hein, c'est-à-dire en limite. J'aurais pris tous mes profits, 96 $, et maintenant, je laisse ce marché ranger. Voilà la stratégie que j'aurais appliquée. Ça va pour tout le monde? Non, non, mais point barre, la gestion à faible risque, elle est là. Ça veut dire, après, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais pour l'instant, tout ce que tu sais, d'accord, c'est que la meilleure stratégie à adopter, c'est d'opter pour un range, ça veut dire tu vends là, tu achètes là, et c'est là que se trouvent tes prochaines gestions à faible risque. La prochaine gestion à faible risque à l'achat, c'est un achat de deuxième borne, donc ça va être compliqué. Enfin, compliqué, c'est difficile à faire, mais c'est clairement dans cette zone-là que ça vaudra le coup de s'y risquer, à condition que ça y aille. Hein. On peut tout à fait avoir une deuxième borne qui s'arrête avant. Hein. Tu l'as déjà vu, il y a plein de ranges qui consolident comme ça. Ça vient chercher une troisième borne par là et ça fera ça derrière. Tu vois, ça pose aucun problème en soi, hein, de faire ça. Donc il faut faire attention. La deuxième borne, ça ne veut pas dire qu'elle va aller là. Ça veut juste dire que si on va là, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à taper dedans. Ce qui nous dit donc que la gestion à faible risque étant trimestrielle, ok, ça marche. Donc en général, quand tu as fait ton analyse à faible risque, tu fais 3M range, tu te notes le truc. Tu peux marquer range post-tendance. Je vais y arriver. Donc tu sais qu'un range après une tendance haussière, ça installe de la valeur. Tu sais que ta zone de valeur, c'est 75 $. Et tu sais donc que tu ne vends absolument pas dans la partie basse, tu n'achètes pas dans la partie haute. D'accord? Maintenant, on va voir les structures de flux qui peuvent te permettre de faire ça. Peut-être pas 40 en pixels, ça, voilà. Ok? Donc, tu te la joues comme ça, tranquille, pas besoin de se prendre la tête. Tu as ta stratégie à faible risque et tu sais que tu vas chercher 3 time frames en dessous. En daily, tu vas avoir des flux. Non, oui, non, mais la partie du range, oui, je pourrais l'avoir en log, mais je pense qu'elle est là. On y a passé suffisamment de temps. On voit bien qu'il y avait une zone de valeur là-bas. Bon, j'aurais pu le confirmer, on est d'accord. Donc, c'est ici que tu vas trouver tes flux. D'accord? Les flux, c'est toujours très caractéristique. C'est-à-dire que tu dois voir les moyennes qui tentent de sortir des contextes.
dans des stratégies directionnelles. Bon, là, pour l'instant, je vois pas grand-chose de très, très excitant, hein. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression de ne pas regarder le même graphique, là. Qu'est-ce qui se passe? Si. Ah oui, ok, ouais, c'est vraiment space la façon avec laquelle ça a travaillé ce bordel ici. Ok, donc tu vois que pour l'instant, il n'y a pas du tout l'ombre d'un flux baissier, puisque un flux baissier, ça nécessiterait d'avoir des troisièmes bornes de range. T'as rien de tout ça ici, hein, on est d'accord? Donc pour l'instant, s'il y a un flux baissier, il commence à peine. Ça veut donc dire que dans ce sens-là, si tu as une troisième borne à l'achat, tu peux vendre la quatrième borne, soit au niveau de la moyenne, c'est-à-dire si tu as une troisième borne et que tu n'as jamais touché la moyenne avant, il ne faut pas que la deuxième ait touché la moyenne, tu peux tenter éventuellement un short sur la moyenne. Sinon, le best of the best, c'est toujours, après une troisième borne, d'avoir la borne de volatilité. Tac, là tu short, tu suis ton flux baissier, en recherche toujours de ta fameuse deuxième borne. Ok? Voilà un peu le seul schéma que tu peux avoir pour trader ces flux-là. Pour moi, les flux vont se produire en daily, mais ici, tu n'as aucun espèce d'intérêt. Tu commences à peine à avoir le début d'un flux baissier. Donc, voilà, reste tranquille. À mon avis, ça vaudra le coup de suivre ce flux baissier, mais il faut déjà qu'il arrive à former des troisièmes bornes. Voilà. Oui, oui, oui. Après, sur MDT, là, il y a bien la séquence, mais elle est plutôt en trimestriel. En tout cas, tu vois bien que la séquence, elle colle pas du tout sur le mensuel. Elle a l'air de coller sur le trimestriel. Je cherche toujours, hein, comment je pourrais baiser TradingView et arriver à avoir mes indicateurs en trimestriel. Mais pour l'instant, je trouve pas de solution qui soit suffisamment élégante. Ou surtout qui fasse pas péter le calcul de l'indicateur. Parce que j'en ai une solution qui marche, mais c'est tellement compliqué que ça fait péter l'indicateur derrière. Donc c'est une mauvaise solution, quoi. Bon, bref, voilà pour ça. On a autre chose? NTES. Ok. Bon, je vais utiliser le dashboard pour aller un peu plus vite. Ok, pareil, on est direct sur du mensuel, probablement même du trimestriel. Ok, non, c'est mensuel. Donc là, il n'y a pas besoin de monter sur l'UT supérieur, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est forcément de la tendance. Enfin, en tout cas, ça n'est pas du range, d'accord? C'est plus de dire, ici, on voit bien que les moyennes montent moins vite que les prix, donc c'est clairement pas du range. Voilà. Par contre, là, ça va être difficile de caler ça en tendance, hein. Enfin, le premier truc à regarder, c'est qu'il y a très très peu d'extrapolation du prix. C'est le cas jusque-là, on va dire jusqu'à 2013, tout va bien. À partir de 2013, ça part en couille. Donc, à partir de là, c'est de dire, je ne veux pas vous voir jouer au chirurgien ou à Dieu sait quoi, d'accord? C'est plus de dire, ici, voyez bien que la séquence, elle part en couille ici. Déjà d'une, ça ne ressemble pas vraiment à une tendance. On n'a pas le range qui prépare, etc. Donc, bref, c'est un machin qui part tout de suite en tendance. Donc ici, il ne faut pas chercher à appliquer la séquence primaire. C'est un marché excessif. Donc un marché peut être excessif pour plusieurs raisons. Il y a une structure de marché qui permet de créer des excès avec des placements de valeur, c'est la tendance multi-time frame. Et ça ne me semble pas du tout être le cas ici. Bon, on peut la décortiquer si vous voulez, mais bon, là clairement, ceux qui savent et qui connaissent la tendance multi-time frame, c'est clairement pas le cas ici. C'est pas, enfin non, voilà, il y a pas. Pour ma part, ça fonctionne pas vraiment. Alors je vais essayer d'aller vérifier quand même, mais même en multi-time frame, il faut quand même un range qui précède. Là, c'est direct, ça passe haussier. Donc, quoi qu'il se passe à ce stade-là, à mon avis, c'est pas forcément justifiable d'un point de vue structure de prix. Ça veut dire ça colle à aucune structure de prix. Bref, on est dans le pur excès. Maintenant, un excès, ça peut être dû à des bonnes raisons fondamentales. Donc là, pour moi, le deuxième truc à faire, ce serait d'aller regarder les résultats de cette entreprise. Pour regarder si les résultats suivent le prix. Clairement, oui. Donc, est-ce que c'est une bulle spéculative? Non. Non, non, mais c'est très très simple, d'accord? Il ne faut pas raisonner au-delà de ça. Il faut être très pragmatique dans vos analyses. Ici, vous voyez que la tendance, elle va tirer jusqu'au mensuel. Vous voyez que ça ne suit pas la séquence de tendance classique, que c'est très excessif. Et de là, je vous dis, vous devez avoir cette première hypothèse qui est de dire, est-ce que ça ressemble à une tendance multi-time frame? Pour ça, il faut savoir l'identifier. Ici, ce n'est pas le cas.
Si vous ne savez pas, dans tous les cas, c'est de demander à un expérimenté. Donc moi, je vous dis, ce n'est pas une séquence multi-time frame, donc je ne sais pas séquencer de manière spéculative ce déplacement de prix. Maintenant, ça veut dire il reste que deux options. Soit ça a tout, je sais pas, ils ont ajouté ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas plus d'historique que ça. Je sais pas. Enfin, bon, bref. Donc après, ça nous laisse deux options. Soit c'est une bulle de valorisation, c'est-à-dire c'est purement alimenté par de la spéculation, soit c'est un excès de marché qui est dû à des fondamentaux en croissance parabolique. C'est-à-dire je veux voir de la croissance sur le rythme de croissance des bénéfices de l'entreprise. Et là, c'est clairement le cas. Bon, maintenant, cette entreprise ne réalise pas de bénéfices. D'accord? Donc, il faut quand même rester, à mon avis, relativement quand même calmé, quoi. Voilà. D'accord? Cette entreprise, pour ma part, elle ne publie pas des revenus positifs. C'est ça, c'est sa marge opérationnelle. Hein? C'est son. Hein. D'accord? Donc, pour l'instant, ça me paraît quand même compliqué. Je ne sais pas trop comment il justifie ses prix. Ou alors, attends, c'est moi qui vois peut-être pas la couleur intermédiaire. Fais voir. C'est au Nasdaq. Ah bon, ça file du dividende. Donc, à mon avis, ah si, net income, ok. Non, non, après, le résultat est vraiment pas mal. Hein. Pourquoi moi, j'arrive pas à voir le net income correctement? Parce que ça m'étonnerait qu'il s'est fait... Pourquoi je vois pas le net income sur celui-là? Bon, ok, c'est bizarre. Il y a un truc qui me paraît chelou. Bon, j'ai pas le net income, mais on voit bien qu'il est quand même à la hausse. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Je sais pas pourquoi l'indique la déconne. Bon, enfin bon, bref. Donc, en tout cas, les revenus sont clairement en croissance, comme le prix. Donc, à ce niveau-là, d'accord, on ne se prend pas plus la tête que ça. On a un marché qui a une structure de prix excessive. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir énormément de mal à le séquencer, dans la mesure où, pour ma part, c'est ni plus ni moins qu'une tendance qui est due à une très très forte activité de l'entreprise. Voilà, point. Ici, on voit bien que sur la phase où ça part en couille pour nous, on a bien suivi de la valeur. Donc, autrement dit, ici, pour justifier la valeur de cet actif, il faut regarder ses bénéfices. Ça a dévié de la séquence de tendance classique et c'est devenu relativement excessif du fait de résultats relativement exceptionnels. Ok? Tout simplement, point, voilà. Ici, c'est excessif, mais on peut le justifier. Donc, ce n'est pas une bulle de valorisation. Et à ce stade-là, qu'est-ce qu'on attend pour connaître la valeur de cet actif? Pour l'instant, moi, je ne connais pas la valeur de ce truc. Hein. Je ne sais pas le trader. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend? Non, comment on normalise un excès? Tu m'expliques? Ça ne fait pas partie des cours. Voilà, la seule chose que vous savez qui installe de la valeur, c'est un range. Donc tant que ce truc n'a pas tapé 4 fois des bornes et que les contextes ne se stabilisent pas, on ne sait pas combien ça vaut. Là, en plus, vous avez des alertes de volatilité, ça veut dire attention les cocos, si les résultats là, en croissance parabolique commencent à retomber, encore une fois, de combien ça retombe? Est-ce que ça retombe juste un peu, mais on fait quand même des profits? Ou est-ce que ça se crache, etc., etc. Donc on fait vraiment attention. Ce truc-là, moi, je ne sais pas combien ça vaut. Je sais juste que tant que j'ai pas une troisième borne, je ne touche pas ce truc-là. Ok? Autre chose? Mais voilà comment on gère un marché excessif, quoi. Ok? Un marché excessif, on décortique petit à petit. Next. EQT. Ok. Bon, bah là, pareil. Oh putain, ça va au moins être du trimestriel. Enfin, vous voyez bien que le mensuel ne montre pas la moindre séquence de tendance. Donc là, il y a de fortes chances que ce soit tout de suite trimestriel. Et là, on regarde si la structure globale, ça colle avec ce qu'on connaît. Ça m'a l'air pas tout à fait mauvais. Ok, on pourrait dire qu'il y a le range ici, hein, on voit bien la zone de valeur. Bon, je suis obligé de me foutre en log, sinon j'y vois rien, hein, d'accord? Mais voilà, donc on dirait dans ce cas-là le range entre 0,50 et 0,30, ça break par là, ok? Et après, oulala, mon Dieu, ça devient très très vite excessif, dans le sens où, à mon avis, on a un pullback par là. Hein, c'est la première fois qu'on clôturerait, à mon avis, dans le bas du canal. Donc ça nous ferait le pullback trimestriel par là. Putain, je vais y arriver. Hop. Pullback trimestriel, ça rebondit sur les moyennes.
ça devient très excessif. Oh putain, c'est une histoire ce truc. C'est chelou. Ben ça, on n'est pas loin de la séquence de multi-time frame quand même. Je vois que ça repaye les moyennes à chaque fois. Donc ça m'indiquerait quand même une forte probabilité de tendance multi-time frame. Donc là, moi, je dirais multi-time frame à confirmer avec un breakout multi-time frame là. Je dirais dans ce cas-là, le premier pullback ici, le deuxième par là et le troisième ici. Troisième et dernier, hein, vous vous rappelez, normalement, dans une séquence multi-time frame, le troisième pullback est très profond, il casse le cul de tout le monde. L'excès final, et je dirais depuis, du coup, on installe le range. Donc, valeur de cet actif, c'est entre ça, et on est en train de faire la troisième borne, donc ça, vous pouvez le vendre sans aucun problème. On est dans le haut de la zone de valeur, point barre. OK? Enfin, pour ma part, c'est ça. À vérifier sur le multi-time frame, mais bon, on va pas perdre 100 ans à le faire, là, d'accord? Enfin, pour ma part, c'est vraiment, ça en a la gueule, mais à 3000. Hein, donc, le premier pullback, excessif. À mon avis, le deuxième pullback, vraiment par là. Le troisième, clairement, à mon avis, ici, même s'il a été très rapide. Celui-là, il a peut-être été un peu trop rapide. Ah, mais c'est 2008. Ah oui, ouais, bon. C'est dans quel secteur? Oil and gas production. Ah, ouais. Ouais. Oh, si, moi je resterai comme ça, hein. C'est bien, franchement, j'irai sur ce truc-là. Ce qui me gêne là, c'est vrai que pour le pullback trimestriel, il me faudrait un range mature ici, là, sur le contexte, parce que je vois pas. Donc c'est vrai que là, ici, je me dis, normalement, on doit prendre notre temps. On n'a pas trop pris le temps sur 2008 avant de faire l'excès final. Donc là, quand même, prudence sur les ventes. Possible que du coup, ça vienne faire l'excès final ici, mais voilà. Normalement, là, vu la taille du canal de tendance, ça devrait passer, même si c'est le cas. Mais voilà, c'est plus de dire, pour ma part, celui-là, n'allant pas chercher au-delà des ratios 1 pour 1, ça sent vraiment l'excès final qui termine, hein, la structure multi-time frame. Je dirais juste là, ça a rebondi vraiment trop vite. Je pense que ça aurait mérité une petite borne ici avant de partir. Bon, maintenant, il peut y avoir plein de raisons aussi, hein, voilà. Donc ici, la troisième borne du pullback, elle s'est un peu faite démonter, quoi. Elle a été cassée, ce qui est normalement pas le cas. Donc, mis à part ce pullback qui est un peu trop rapide, à mon goût, d'ailleurs, en plus, dans les séquences multi-time frame, hein, vous avez vraiment normalement le pullback de degré majeur qui est très très long, hein, avant de venir faire son excès final en général. Ok? Et vous avez donc ces trois pullbacks normalement successifs, les trois pullbacks toujours ascendants, etc. Et là, après, vous savez que la valeur est installée normalement. Donc là, d'ailleurs, en plus, on n'aurait pas dû en 2019-2020, reglisser sous ces zones-là. Donc normalement, ici, c'était buy, go baby. On avait l'alerte de volatilité, le marché vient chercher pas loin de la borne de volat, hein, mais donc là, il y avait un très bel achat. Par contre, ici, taillos, quoi. Vraiment taillos. Hein. Le mec qui a payé ça 8 $, il a 44, s'il n'a pas pris les profits, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je serais plutôt short de ce truc-là, avec une stratégie de range neutre, hein, donc c'est-à-dire essayer de taper, fallait vendre ça à 47 $, et à mon avis, aujourd'hui, à 47 $, tu attends tranquillement d'atteindre ton objectif. Voilà. Donc, ça, c'est un range, vente en haut, achat en bas, terminé. Vous savez qu'il y a de la valeur derrière, donc comme je vous dis, moi, la différence, c'est que dans ma stratégie, je vous base tout sur la valeur. Enfin, la gestion à faible risque, qui est supposée être celle qui définit la valeur. Donc ici, il n'y a pas de souci, on est sur un actif qui a sa valeur, bien installé, on sait combien ça vaut, donc on sait quoi faire. Point. Autre chose? Ah merde, pardon, je suis pas... PYDDF. Ok, oh, ça c'est propre à souhait. Hein, donc pareil, ça sent le trimestriel. Si je vais y arriver, d'accord? Parce que regarde le nombre de bornes que tu as. 1, 2, 3,
4, 5, 6, presque 7. Donc, quand tu as 7 et quelques bornes, c'est que tu en as au moins 3 sur l'UT supérieure. Donc là, ça sent le gros range trimestriel. Donc, je me fais même pas chier à redescendre en mensuel. Je pense que le bon time frame de la gestion faible risque, c'est le trimestriel. La cassure est magnifique. Donc là-dessus, tu es validé, confirmé par là. Étape, premier suivi de tendance en trimestriel. Donc, tu fais ton suivi de tendance en hebdomadaire. Voilà, pour ma part, easy peasy. Pas besoin d'aller compliquer la sauce. Ça va? Ça, normalement, pas besoin de prendre 30 ans. Range, breakout, terminé. Voilà. Normalement, tout le monde est capable de faire ça tout seul. Pour ceux qui font de la tendance. D'accord ? Les autres, c'est ce que vous devez apprendre à faire. Mais ça, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tout est typique. Donc, le but, c'est, vous savez qu'il y a une tendance, trouver le time frame de référence. Vous voyez bien que ce n'est pas le mensuel, il y a 8 bornes. Donc, c'est clairement pas bon, quoi. Enfin, pas bon. Il y a forcément 3 bornes sur l'UT supérieur, du coup. Vous savez qu'il y a un ratio d'1 pour 3 ou 4 entre chaque time frame. Si tu as 8 bornes, c'est que tu en as 3 sur l'UT supérieur. Ok, donc là, on est bien sur le trimestriel. Breakout, propre, net, sans bavure. Valider, confirmer, égal, vous cherchez les suivis de tendance. Et puis voilà, ça marche ou ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe si on se fait péter le premier suivi de tendance ? Là, si concrètement, donc on le fait, le premier suivi de tendance, il se tape en hebdomadaire. Donc on attend la formation d'une troisième borne ou le repli sur la moyenne. Donc hop, là, dès que ça touche la moyenne, allez, c'est parti, suivi de tendance. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas loin, ce truc-là. Dès que ça chope la moyenne, là, hop, c'est reparti. Hop. Donc là, déjà, vous pouvez mettre des ordres en attente sur la moyenne à chaque fois. Là, si ça vient péter 18 $, il faut acheter ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? C'est-à-dire si ici, ça continue et ça rebaisse. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. OK. Si on mange un stop loss sur son suivi de tendance, on revient sur le time frame de gestion majeure. Et si ça vient revisiter le niveau de breakout qu'on connaît, les 10, OK, qu'est-ce qui se passe ? On passe tout de suite en structure alternative. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter cette zone-là, etc. Ça veut juste dire, encore une fois, quand vous prenez votre premier suivi de tendance ici, vous allez vous faire péter le stop loss et vous allez vous faire péter derrière à break-even le trade de breakout. OK ? C'est pas grave. Dans ce cas-là, on a l'information. Je viens de perdre 2% de capital, maximum. Mais par contre, je viens de gagner une information capitale, c'est de dire, si ici, d'accord, paf, ça vient et que ça rebondit sur la moyenne. Bon, la moyenne trimestrielle, j'arrive pas à la voir là. Mais bon, bref, si ça rebondit sur la moyenne, d'accord, c'est-à-dire ça revient visiter le truc, ça rebondit sur la moyenne. Bon, bah, vous savez que vous pouvez éventuellement vous tenter à nouveau un achat, mais c'est pas très très malin. Le mieux, c'est de laisser le marché se stabiliser parce qu'il y a plein de structures où ça va derrière juste être un gros range. Donc, ce trade-là est très très peu intéressant en termes de gestion du risque. Juste, vous savez que si ça rebondit après avoir stoppé tout le monde, c'est-à-dire concrètement, on vient ici sur la zone de breakout, les moyennes sont ascendantes et ça repart. D'accord ? Vous savez que vous pouvez tenter le deuxième breakout, c'est-à-dire quand on revient chercher le premier ATH, vous pouvez tout à fait tenter la cassure. Par contre, on se barre vite. D'accord ? Parce que vous savez que cette structure va se barrer et qu'on reviendra chercher la zone d'overlap. Et c'est là que se trouve le best fucking trade. Parce que celui-là, il a un très beau risk-reward ratio. On paye l'overlap, c'est là que vous avez des bons rendements. D'accord ? Ça veut dire, mécaniquement parlant, dans le schéma, ce truc-là, s'il existe toujours, c'est plutôt en 2050 qu'il faudra se mettre dessus. Non, je déconne, mais bon, ça, c'est ce que vous devez connaître si jamais ça part sur une vague 5 étendue. D'accord ? Plus de dire, si ce truc-là produit de la valeur sur 50 ans, il y a plein de façons de le faire, y compris la vague 5 étendue. Voilà. Pour l'instant, vous savez qu'on a quitté la zone de valeur A, et tant qu'on ne revient pas au moins questionner le breakout, il faut appuyer sur la fucking tendance primaire. Voilà, on suit la séquence de tendance primaire, basta. Pourquoi on suit la séquence de tendance primaire ? Pas parce que oh putain, je vais devenir millionnaire, j'y balance la baraque. Juste parce que putain, normalement, cette structure, vous l'avez vue des centaines de fois et ça marche. Voilà, point. Donc,
C'est pas une certitude, mais statistiquement parlant, c'est beaucoup plus rentable d'essayer de suivre ces structures sur le bon time frame, avec toujours la même stratégie, d'accord, que d'y aller de votre petite boule de cristal. Voilà. Ça, concrètement, la valeur de ce truc-là est en train de se déplacer et ça se voit dans la structure de prix. Ouais, oui, oui, carrément. Tout est enregistré, hein. Je vous fous les replays après. Tu les as dans les... putain, je sais plus. Contenu éducatif, je crois, que je vous mets ça là-bas. Voilà, next. Merde, ça veut pas, hein. Et on est déjà en trimestriel, hein. Est-ce que ça fait multi-time frame? C'est pas impossible. Ou alors vaccin qui est tendu. Non. Ah, peut-être que si. Attends, là, faut que je vois si on a tapé le breakout ou pas. Non, c'est pas assez, ça. Tac, tac. Non, ça, pour moi, c'est multi-time frame. Donc là, attention, les gars, il est temps de se barrer sévère. Là, c'est game over. Multi-time frame trimestriel, c'est à vérifier, mais je pense qu'il y a un breakout multi-time frame par là. Ouais, ça manquerait quand même une... J'aurais préféré une petite troisième borne là, mais bon. Le truc qui paye sur les moyennes, moi c'est le classique, hein. Enfin à vérifier, mais j'aurais préféré une petite borne de plus ici quand même, pour confirmer le truc. Ça a pas, le range est parti un peu vite, je trouve. Ça aurait été bien que ça travaille un peu plus. Mais bon, mis à part ça, hein, on voit bien qu'en trimestriel, pardon, enfin là ce que je vois c'est les sine waves mensuels, hein, du coup. On voit bien que les sine waves mensuels, il y a plein de pullbacks, etc. Donc c'est clairement pas le time frame de référence. Donc on est au moins sur du trimestriel, je pense. Et j'aurais effectivement tendance à dire le premier pullback ici, hein, donc le premier pullback, tac, qui doit se faire, à mon avis, celui-là, en hebdomadaire. Le pullback mensuel qui est par là, on le voit bien, hein, tac, 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 ça repaye encore sur les moyennes, et l'excès final là. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est pas parti. Ah ben, 2008, voilà. Donc là, tous ceux qui étaient... Moi, ici, j'aurais été chaud, 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 hein, en mode, c'est parti, on fait la dernière poussée, et là, hop, ça part pas, on se mange 2008, mais vous voyez que ça n'empêche pas de partir derrière quand même. Donc là, clairement, à mon avis, il n'y a aucun souci. Je vais juste regarder vite fait les résultats pour confirmer mon hypothèse. Et je n'arrive pas à voir l'historique. Bon, tant pis. Mais ça sent vraiment la tendance multi-time frame, hein. Voilà, moi, les rebonds sur les moyennes, avec des pullbacks à chaque fois excessifs, celui-là, il était limite quand même en termes d'excès. Il aurait pu aller un peu plus loin. Je vérifie juste. Ouais, si, il a fait plus que le ratio 1 pour 1, donc c'est bon. Et ça aurait pu être un peu plus fort ici, d'ailleurs. Voilà. Ce pullback-là est très complexe, d'ailleurs. L'excès final avorté ici, ça dévie de la séquence. Mais ça sent quand même pas mal le multi-time frame. J'aime pas le range préparé aussi. C'est pas tout à fait bien structuré. Normalement, on prend un peu plus de... Enfin, ça balaye un peu plus sur le range préliminaire. Mais ça a vraiment la gueule du classico de la tendance multi-time frame dont la primaire est trimestrielle. Voilà, là faites gaffe, hein. Là ça veut dire aussi que si vous jouez ça, la prochaine étape de ce truc c'est un pullback trimestriel. Vous savez qu'il va être mais hyper violent, de chez hyper fucking violent, hein. C'est-à-dire que ça va chuter mais sévère. À mon avis minimum 130, 120 à aller viser. Allez, peut-être pas, voilà, mais au moins 150, quoi. Et ça va y aller brutal, hein. Donc ça, c'est vraiment, faites très attention avec ces trucs-là, hein. Ça, quand ça frappe, ça va faire très mal. C'est pas une bulle, donc je vous l'ai dit, ça déplace la valeur. Ça veut juste dire que, à mon avis, ça, il y a une très mauvaise nouvelle à venir derrière. Je sais pas ce que c'est, mais ça, quand ça va se retourner, ça va faire très mal.
parce que je sais où on en est de la séquence. Bref, on a fait toute la tendance, on cherche le maximum jamais atteint, et après, on restera là. Je vous rappelle, tendance multi-time frame, c'est une tendance. Ça déplace la valeur de la zone A à une zone B, et on gardera et on conservera la valeur B très longtemps derrière, le temps de maturer un range. Et on parle de range trimestriel. Donc ce truc-là, ça va prendre une quenelle, mais sévère. Par contre, il y a de la valeur. Donc il n'y a aucun souci à jouer des achats là-dessus, mais ça se fait au moins à 150 $ pour les achats. Ça marche? C'est dans l'armement? Eh ben c'est parfait. Ah ouais, non, non, mais voilà, j'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce truc-là, c'est le dernier sommet. On repassera au-dessus, parce qu'on sait que normalement, le multi-time frame, ça va faire un très gros pullback. Mais là, on parle de pullback trimestriel. Ça mettra peut-être 10-15 ans avant de retourner à la TH. Voilà, 10-15 ans, je suis gentil. D'accord? Ça retournera à la TH. Ça retournera à la TH. À mon avis, là, c'est ici qu'on achète pour jouer la TH. Mais clairement pas maintenant, là, avec toutes les rhétoriques guerrières et tout ça, tout ça. Donc ça tombe bien, c'est dans une thématique complètement bidon, purement manipulée, le va-t-en-guerre, etc., etc. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est complètement bullshit. Et effectivement, si vous êtes à l'achat de ce truc-là, je vous conseille franchement de prendre vos bénéfices. Enfin, je vous conseille rien, mais moi, je prendrai mes bénéfices, voire j'entrerai bientôt net short là-dessus. Là, on est clairement en clôture au-dessus des contextes et tout. Pour moi, c'est la fin, là. Hein. Les signaux sont déjà là. Moi, j'hésiterais même pas à shorter ça, quoi. Voilà. Maintenant, je dis, shorter un marché dont la valeur est à la hausse, puisqu'on a dit tendance multi-time frame. C'est quand même pas très malin. Maintenant, là, pour moi, on est très très loin de la valeur. Hein. Donc, attention, loin de moi l'idée de vous dire de shorter ce truc-là. Juste de dire, attention, gros red flag si vous êtes à l'achat là-dessus, ça va douiller sévère. Non. Les métaux, c'est de base, ça va être un marché excessif. Je vous l'ai dit, ça fait partie de mes gestions. Et le pétrole, probablement aussi, mais pas sûr. Mais par contre, les métaux, ça c'est sûr. Ah, ça, il n'y a aucun doute que les métaux... Bon, c'est les comos en général, voilà. Mais le pétrole, on a déjà bien avancé. On a déjà été bien excessif. On va normaliser avant probablement, je vous dis, une deuxième hausse du pétrole en lien avec le deuxième cycle inflationniste. Donc ce serait plutôt vers 2024. Je pense qu'on va rester tranquille sur le pétrole un bon moment. On a fait la première phase d'excès. Il y en aura d'autres à venir. Mais il ne faut pas oublier que le pétrole, ça a un impact direct. D'accord ? Les métaux industriels, les autres commodities, ça a des impacts indirects. Donc on peut faire joujou avec les prix et un peu n'importe comment. Le pétrole, c'est très compliqué. Si on fait ça, passer un certain seuil, on crée des conséquences dans la vie réelle. Donc on ne peut pas tout à fait faire n'importe quoi avec le pétrole. Autre chose ? Sinon, moi, je tape au hasard. Hein. Putain, je vais y arriver. Hein. C'est pas possible. Ok. Ouh, Texas Instruments. Ça a fait partie de mon portefeuille pendant un bon moment. Mais plus aujourd'hui. Oh, bon, d'ailleurs, je sais pas comment te structurer ça. Franchement, hein. Enfin, c'est une aventure, le machin. C'est une vraie aventure. D'accord? Existe depuis 1969. On est en trimestriel. On voit bien ici qu'il y a eu un gros fucking range au début. Je mets en log juste pour pas perdre de temps. Donc là, on voit bien la gros range qui a quand même une composante haussière, mais qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bornes. Donc on est peut-être même ici en annuel. Tellement, voilà. Mais bon, en tout cas, il y a forcément ici un range trimestriel dont on sort par le haut. Ceci serait éventuellement un pullback excès final, sauf qu'on voit bien que ça colle pas. Hein. Dès qu'on sort des logs, ça, c'est pas un pullback. D'accord ? Un pullback, ça retrace pas 61%. Donc là, moi, pour ma part, c'est plutôt de dire ici, il n'y a pas eu de structure de tendance quelconque.
C'est un peu bulle crack. Bulle crack. Je sais pas trop. Enfin, bulle crack. En tout cas, là, aujourd'hui, moi, j'aurais énormément de mal à avoir une structure haussière. Je dirais plutôt que ça, s'il y a une tendance, c'est une structure de tendance alternative, quoi. C'est-à-dire, euh, ici, on n'a pas revisité vraiment le niveau de breakout, mais je vois ce fameux truc là de ça repaye sur les moyennes. Donc, bon, enfin, pour moi, ça a vraiment une composante tendancielle, mais ça ne suit pas la séquence. Il y a vraiment un schéma ici de bulle crack. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que pour ma part, ça ressemble étrangement à mon pote le Bitcoin d'ailleurs, non? Enfin, vous avez déjà vu ça dans les cryptos en fait. Vous voyez que les cryptos, c'est pas ah, putain, non, avec les cryptos, c'est différent, etc., etc. Donc, moi, pour ma part ici, j'ai du mal en fait à vraiment considérer dans l'état actuel, d'accord, c'est de dire vraiment post-bull crack. Moi maintenant, j'avais pas vraiment d'exemple, mais tu vois, putain, j'aurais aimé voir Texas Instruments avant. J'avais pas d'exemple comme les cryptos de trucs qui arrivent à faire des recoveries post-bull crack, etc. Euh, ou alors avec des petites valorisations. Donc c'est vrai que c'est très différent. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir le Bitcoin. Donc maintenant, on sait ce qui s'est produit sur l'histoire de Bitcoin, c'est-à-dire que ça a mangé une grosse distribution, nique sa mère, et qu'on est aujourd'hui en train de réaccumuler a priori au niveau des mêmes zones, hein, c'est-à-dire les moyennes, etc. Vraiment par là. Maintenant, on ne voit pas la moyenne trimestrielle ici, parce que ça me demanderait une moyenne sur 2 ans. Bon, là, je ne sais pas, c'est sur 2 ans, même sur plus que ça. Mais globalement, vous voyez bien, voilà, elle passerait là, et je pense qu'on vient récupérer ça ici. Donc, ce serait de dire, ce truc-là, il faut racheter en 2030, si ça existe encore, pour essayer de jouer peut-être une vague 5 étendue. Moi, ça me paraît compliqué, hein. J'ai dit investir sur des boîtes américaines au-delà de 2030, niet. Beaucoup trop compliqué. Mais sur la structure, voilà, je veux dire, si j'analyse ça, hormis le time frame, etc., la séquence, ce serait plutôt de la séquence alternative. On a bien sorti d'un range ici, mais voilà, bref. C'est très très spécial, hein. Je dis, normalement, la vague 5 étendue, on n'étale pas la valeur n'importe comment à la hausse. Voilà, la plupart des trucs que vous verrez dans les graphiques historiques qui font ça, ça se relève jamais, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment de dire, il y a une bulle spéculative, mais qui a réussi à voir l'avenir quand même, quoi. Tout comme je vous avais dit pour Bitcoin, vous faites n'importe quoi en 2018, mais vous avez probablement pas tort non plus. Non, non, c'est pas des exceptions. C'est plus de dire que ça, c'est très très rare. Normalement, la vague 1 étendue, quand vous la voyez construite avec des valeurs, vous avez ce range, on tente de le casser, puis on échoue, on vient juste vous repéter les stops, d'accord, et on vous le fait une deuxième fois, et après, boum, on envoie la tendance sur la finalité. Là, c'est vrai que c'est la même séquence, mais constituée par des bulles, enfin par une phase de bulles. Donc j'ai vraiment l'impression que ça, c'est plutôt, ça collerait plus. Pour l'instant, c'est une hypothèse, parce que je vous dis, j'ai pas assez de data sur ce type de modèle-là, qui se constitue donc par une première bulle de hype, puis derrière un schéma de croissance réelle par rupture technologique et tout ça. J'aurais plutôt tendance à dire que là-dessus, le moins mauvais des modèles que j'aurais, c'est celui du cycle de hype de Gartner, suivi derrière par des ruptures technologiques. Maintenant, il faudrait clairement que j'ai beaucoup plus de candidats et de data pour dire que voilà. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire celui-là s'est comporté un peu. Donc, s'il y a eu des ruptures technologiques aux alentours de 2015 par Texas Instruments, ce dont je ne sais pas trop réellement, dans ce cas-là, ça fait bulle de hype, recovery, retour de la hype, rupture technologique, d'accord. Et là, on serait dans la phase, donc je vous dis, rupture technologique. Et derrière, on a la longue courbe comme ça, hein, c'est-à-dire que la valeur réelle de ce truc-là, elle va continuer en fait de tirer, quoi. Et l'adoption arrive ici, c'est-à-dire que normalement ici, on peut avoir, comme on l'a aujourd'hui sur Bitcoin, un repli, mais normalement, hop, ça va remonter ici, ça devrait tendre assez haut, hein, jusqu'à trouver la phase de distribution, et après les prix devraient tendre vers cette zone-là. Donc moi, je resterai favorable à ce truc-là en disant vague 5 étendu éventuellement, mais je ne connais pas Texas Instruments. Voilà. Pour dire, est-ce qu'il y a rupture technologique, tout ça. Je ne saurais pas si je peux appliquer mon modèle. Mais là, comme ça, le sentiment qui m'en vient le plus, c'est le modèle de la rupture technologique.
Non, mais c'est pas nécessairement une vague 5. Tu vois, pour moi, c'est un modèle qui colle pas non plus avec les vagues 5 étendues. Parce que ça paraît quand même très très compliqué ce schéma de dire bulle, etc. Voilà. Tout comme Bitcoin, je vous dis, j'ai du mal. Je l'ai fait sur Bitcoin, le modèle vague 5 étendu. D'accord? Regarde, le modèle de vague 5 étendu, si on l'applique sur Bitcoin, ça fait 200 000, voire 300 000 dollars par Bitcoin. Je pense toujours pas que ce soit les targets raisonnables. Voilà. Je pense vraiment pas hein, que ce soit le cas. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait cette bulle de hype là, hop, vraiment cette bulle de hype en 2018, et que ce qui nous attend maintenant, c'est de comprendre qu'on est vraiment en train de dévier de la valeur avec ce gros pullback là, mais que globalement, en fait, on a fait tac, tac, là on a la rupture technologique, et après on aura la fameuse fin de la S-curve, mais que l'adoption, elle va suivre, quoi. C'est de dire, en même temps, il y a toujours l'autre chose qui arrive derrière, c'est l'adoption majeure des gens. Donc une demande dans un supply inexistant. Et je pense que oui, on peut aller taper du 200 000, mais globalement, la valeur, elle va se situer à peu près par là. D'accord? Moi, les 300 000, 1 million, tout ça, ça me paraît complètement sur la stratosphère. Ou alors, je vous dis, dans ce cas-là, c'est plus lié à un débasement du dénominateur, c'est-à-dire le dollar disparaît, mais pareil, je ne vois pas le dollar disparaître. Voilà. Et les targets de la vague 5 étendue me paraissent vraiment dans la stratosphère. Je pense que 200 000, c'est faisable pour aller chercher un pic maximum, quoi. Voilà, pour moi, les zones de valeur, c'est, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à passer au-dessus de 120. Parce qu'on a tellement fait les cons, hein. Il y a 12% du supply qui circule aujourd'hui. Que, à mon avis, là, il y aura trop de demandes et pas assez d'offres. On risque d'aller overshoot. Mais voilà, pour moi, la valeur, ça reste, je pense que Bitcoin, ça va tirer un 120 000 dollars en valeur, quoi. C'est toujours 6 fois supérieur à aujourd'hui, hein. Juste pour vous la faire, quoi. Et je parle de valeur. À mon avis, les prix pourront sans problème taper 200 000. Peut-être pas 200 000, mais s'en rapprocher. OK? Donc voilà le modèle que j'ai. Maintenant, ce modèle-là, comme je vous dis, il est très très particulier. C'est parce qu'on voit bien que ça colle pas vraiment à une vague 5 étendue. D'accord? Je l'ai dit, là, vraiment, la vague 5 étendue, ça casse, ça échoue. C'est-à-dire, dès que c'est validé, confirmé, ça se replie et ça vous pète le premier suivi de tendance et ça revient chercher le niveau de breakout. D'accord? Là, vous voyez bien que ce n'est pas du tout le cas. C'est plus que là, on explose le ratio 1 pour 1, ça part dans la stratosphère, etc. Et Texas Instruments, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu ce truc-là. Mais maintenant, je ne connais pas assez bien l'entreprise pour y coller le modèle. Bitcoin, je connais bien mon dossier maintenant, hein. Ethereum, pareil, tous ces trucs-là, hein. Donc, pour moi, clairement, il y a des ruptures technologiques à venir sur ces structures-là, parce que j'ai étudié le sujet. Texas Instruments, j'ai du mal à coller un modèle de rupture technologique sans savoir de quoi je parle. Donc je ne sais pas vraiment concrètement ce qu'ils foutent en plus Texas Instruments. Pour moi, c'est des calculettes, mais je pense qu'il y a bien d'autres activités. Voilà, à creuser pour ce modèle-là. Next. Ah, ils font du microprocesseur. Texas Instruments? Ok, je ne savais pas du tout. Ah bah alors dans ce cas-là, oui, il y a clairement rupture technologique, hein. Enfin, justement, les années 2000, le microprocesseur va révolutionner le monde, et puis au final, 2020, ça révolutionne clairement le monde. On a les vraies ruptures technologiques, la vraie S-curve, hein, la croissance au carré, etc. Tous les AMD et tout ça, il n'y a aucun souci, hein. Les AMD, les Nvidia, je suis mort de rire, moi, quand je vois les gars qui disent ouais, Nvidia, la poubelle, c'est fini. Ah non, tu te parles, ils sont dans un secteur et ils en ont encore pour 30 ans, hein. Donc, enfin, pas 30 ans, mais il y en a encore pour 20 ans à faire monter les prix, hein. Donc, voilà, il faudrait creuser peut-être un peu le fonda, mais si tu me dis microprocesseur, je te dis, hop, moi j'ai déjà la réponse que je cherchais. Tu vois, moi je te dis vraiment dans ma tête, je voyais calculatrice. Donc, c'est vrai que je n'imaginais pas la rupture technologique de la calculette, quoi. Mais oui, tu me dis, s'ils sont micropros, on est clairement là-dedans, hein. 2000, bulle des dot-com, on va tout révolutionner, nanana. Donc ça me dit, dans ce cas-là, complètement oui. Voilà. Et dans ce cas-là, tu vois, Texas Instruments et les microprocesseurs, on est peut-être là aujourd'hui. Attention, on risque peut-être de se manger un repli. Bitcoin nous en montre. J'ai l'impression de voir un Bitcoin, mais Bitcoin le fait en fast-forward, hein, comme j'ai souvent dit. La révolution Bitcoin, elle va beaucoup plus vite que d'autres. Donc peut-être Texas Instruments, un petit repli assez significatif à venir. C'était quoi le ticker déjà? Attends, je vais y revenir. TXN. Voilà, moi, le moins mauvais des modèles que j'ai là-dessus pour l'instant,
d'accord? C'est de dire c'est un Bitcoin-like, mais en trimestriel. Donc dans ce cas-là, attention, ça peut rechuter comme Bitcoin, mais dans tous les cas, hein, pour moi, c'est vraiment la bulle de hype et aujourd'hui les ruptures technologiques. Donc le vrai S-curve, hein, je vous rappelle, repensez toujours, comme moi je vous le fais souvent, à garder toujours les mêmes modèles, d'accord? L'essentiel, c'est pas de chercher à prévoir le turfu, mais d'essayer d'avoir des modèles, ok? Après, chacun ses modèles. Moi, j'utilise celui-là. Voilà. Donc, c'était Hype Gartner. Il est là, mais je vous ai mis le graphe là. Voilà. OK? Donc, si on fait la somme de tous ces trucs-là, OK? C'est de dire, vous avez le pic de hype, OK? Mais vous êtes garanti que la valeur, de toute façon, elle est là. Parce que la S-curve, d'accord? Et là, évidemment, tout dépend de l'amplitude de la rupture. C'est-à-dire qu'une rupture majeure, vous voyez qu'en fait, le principal des composants de cette ligne ici, c'est la ligne jaune. D'accord? C'est clairement ça. Donc, l'amplitude de la rupture technologique définit l'appréciation de la valeur. Cette courbe-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phase donc, de rupture technologique, elle se termine après par un plateau. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de microprocesseurs, on est encore dans la phase S-curve, c'est-à-dire rupture exponentielle? Chaque année, on produit au carré de ce qu'il y avait avant, ou est-ce qu'on commence à atteindre le plateau là? Pour moi, on est vraiment sur la phase plateau. OK? Enfin, plateau. On atteint l'aptitude, quoi, l'attitude plateau. Il y aura toujours des avancées technologiques. Voilà. Mais effectivement, on atteint le plancher, là, putain, on arrive quand même à l'échelle atomique. Donc, à ce niveau-là, peut-être que ça va être compliqué d'aller en dessous, quoi. Donc, on atteint vraiment le plafond. Donc, à mon avis, plafond de la rupture technologique égale, qu'est-ce qui reste maintenant? L'adoption de masse, quoi. Et elle est encore en train d'avancer, cette adoption. Enfin, tu vois, il y a vraiment de l'électronique de partout aujourd'hui. Je te parie ce que tu veux que demain, on arrivera à trouver d'autres technologies, enfin d'autres matériaux pour réaliser les structures, pour pallier aux ruptures de certains matériaux, etc. Il y aura toujours des avancées technologiques, mais c'est surtout maintenant l'adoption de masse, hein, de ces microprocesseurs qui vont se retrouver, mais absolument partout, quoi. Voilà. Baisse des coûts de production, mise en place des stratégies d'engineering, etc., pour les produire toujours à plus faible coût. Alors oui, nous, on a toujours le principal problème qui est qu'il y a quand même une ressource limitée en structure, mais le silicium, ça ne manque absolument pas sur Terre, hein. Donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est plus de dire, si on commence à en manquer, on trouvera probablement d'autres technologies pour remplacer. Donc bref, en attendant, pour l'instant, donc pour ma part, on est vraiment sur la S-curve, hein, c'est-à-dire, je vous rappelle quand même qu'il y a une très large partie du monde qui n'est pas bourrée de microprocesseurs comme nous, hein. C'est pas parce que vous vivez en Europe au milieu des richoux qu'il faut prendre pour généralité notre mode de vie, hein. Il y a encore une large partie du monde qui n'est pas du tout bourrée d'équipements électrotechniques de partout, quoi. Et à mon avis, ça arrive. C'est vraiment l'adoption au niveau mondial de l'assistance électronique, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, bref, du microprocesseur, quoi. Donc, à mon avis, on a eu les ruptures technologiques, il y a clairement des hausses de valeur à venir. Ça veut dire, pour moi, aujourd'hui, on est là, quoi, en termes de valeur. C'est-à-dire que les prix ont déjà débordé, d'accord? Ça, c'est la valeur, d'accord? Et comme on l'a dit, ça dépend surtout de la rupture technologique. Donc, à mon avis, aujourd'hui, on a fini la phase de plateau, nous reste l'adoption qui va prendre, et comme vous le voyez, si on en est à ce stade-là, en termes de valeur, on n'a fait que 50% du chemin. OK? Donc, dans l'aspect modèle, ce serait de dire la valeur actuelle de ce truc-là, elle est en train de déborder le pic de hype. D'accord? À peu près, quoi. C'est ça que ça nous donnerait comme truc. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à venir sur la valeur, mais on voit surtout que les prix ont pris de l'avance. D'accord? Donc aujourd'hui, on est là, on peut très bien rechuter un coup, mais dans tous les cas, la valeur continue de monter, donc les prix remonteront également dans le pire des cas. J'ai dit, c'est pour ça que moi je suis encore très confiant sur Bitcoin, Ethereum et tous ceux qui suivent ce cycle de hype, parce que c'est pas juste de la hype vide de sens, c'est de la hype qui a délivré correctement, quoi. Et à ce jeu-là, ça reste encore de dire, oui, on a peut-être un peu vendu le turfu vite en 2018, mais la réalité, c'est que ce turfu, il arrive vraiment, quoi. Et qu'on n'a pas encore vu les ruptures technologiques. Pour ma part, j'ai pas encore vu le moment où on plafonne les TPS sur Ethereum et des trucs comme ça. Ok? Tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est des problèmes techniques qui vont se résoudre. Donc, pour ma part, on n'a pas du tout fini les ruptures technologiques sur ces actifs-là. Et principalement sur Ethereum. Puisqu'on l'a vu, Bitcoin, c'est différent. Bitcoin, il y a différents cycles, et j'ai plutôt l'impression que Bitcoin, on n'est pas basé sur une rupture technologique,
mais sur un cycle d'appréciation de valeur. Là où il y a rupture technologique, c'est Ethereum. Hein. Voilà. Donc pour moi, Ethereum, Texas Instruments, je mettrais ça dans le même sac. Et j'aurais donc tendance à dire que si ce truc-là rechute et vient chercher les anciens sommets, je serais très, 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 très chaud. Bref, c'est plus de dire, dès que ça vient taper les moyennes, je paye ce genre d'actifs, point barre, parce que la valeur monte. Et tant que j'ai pas vu le plateau de rupture technologique, je sais qu'il y a de toute façon de l'adoption derrière et que cette adoption ne fait qu'alimenter un déplacement des prix à la hausse. Et après, c'est l'offre et la demande. Hein. Voilà. C'est de dire, faut voir quel est le supply, etc. Mais voilà, pour ma part, je ne m'inquiéterai pas trop. Donc, de toute façon, des trucs comme Texas Instruments et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. On voit bien que là, il y a une hausse de profitabilité nette et indiscutable. Et en plus de ça, on connaît la quantité d'actions. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. À mon avis, il n'y a pas de financement par le marché sur ce truc-là qui réémet des actions, etc. Donc, à mon avis, il n'y a pas de dilution, puisque l'entreprise fait des bénéfices. Hein, elle n'a pas besoin de lever des fonds, quoi. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis, quoi. La valeur de ce truc-là augmente. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, personnellement, tu m'aurais donné un truc comme ça il y a 2 ans, je serais en train de faire du suivi de tendance là-dedans. Or, tu vois, Ethereum et Bitcoin m'ont surpris, comme je te dis. C'est un modèle sur lequel, perso, je manque un peu de recul, j'avoue. Je suis sûr que la valeur monte, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que sur la structure spéculative de ce truc-là, quand c'est constitué par une première bulle, j'avais pas de repli. D'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu me fais sur Texas Instruments. Si vous en avez d'autres comme ça, là, c'est quand vous voyez cette structure, là, vraiment, un truc qui fait une bulle de la folie dans les années 2000 et qui remonte aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, ouais. Parce que c'est vrai que je manque de cas d'exemple pour vraiment structurer une pattern. C'est pas avec 3-4 trucs que je vais faire une pattern, quoi. Maintenant, c'est quand même assez marrant. Comme on le voit, ça se comporte radicalement de la même façon que nos cryptos, mais on n'est pas du tout sur le même secteur, pas du tout sur... Donc c'est quand même assez intéressant. J'aime bien ce fait que ce soit des secteurs différents, mais il me faudrait peut-être d'autres exemples pour confirmer tout ça. Notamment, par exemple, dans les biotech, là. J'aimerais bien trouver un truc en biotech qui fait la même chose. À partir de la bulle biotech, elle était en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc, il doit y avoir des biotech qui, en 2015, ont fait to the moon, bro, et qui recassent l'ATH ou recasseront l'ATH dans les prochaines années. Et elles suivront probablement ce même modèle que les cryptos nous font, que Texas Instruments suit pour l'instant. Voilà. Donc, point d'interrogation sur ce truc-là. En termes de structure, hein, encore une fois, bulle, crack, puis redépart haussier. Il y a forcément de la valeur derrière. C'est pour ma part que des structures de rupture technologique et des cycles de hype de Gartner. Enfin, pour l'instant, c'est le meilleur des modèles pour moi qui collerait à ce truc-là. Ouais, je suis pas sûr que la loi de Moore fonctionne encore. Hein. En tout cas, elle commence vraiment à plafonner sévère. Hein. Je pense qu'on est dans les phases où là, soit vraiment on remange une rupture technologique, on retrouve de nouveaux matériaux, on arrive à passer à l'échelle atomique. Enfin, à passer à l'échelle atomique, à se rapprocher le plus de l'échelle atomique, soit, voilà, ça paraît compliqué. STM pour ST Micro? Ouais. Ouais. Mais tu vois qu'ils sont en retard. Pardon, je l'ai regardé à Milan. Voilà. Ouais, carrément. Carrément. Hype, crash, ça, si ça remonte, voilà, il y a vraiment beaucoup à faire sur du ST Micro. Hein. Sur les mêmes horizons, et tu vois, c'est la même chose. Les profits sont là. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que, justement, on nous a vraiment vendu un turfu et qu'au final, on va revenir à du techno-minimalisme, etc. Je pense vraiment pas, moi. En tout cas, c'est pas ce que me disent les graphiques, quoi. Non, je vous le dis et je vous le redis, putain, l'informatique quantique, c'est pas fait pour... c'est pas du tout la même chose que le microprocessing logique, d'accord? On n'est pas du tout sur les mêmes méthodologies de fonctionnement quand on a un qubit et quand on construit un transistor à l'échelle atomique. Ok, ça n'a vraiment rien à voir en fait. Ça résout pas du tout les mêmes calculs. Point. Voilà. Ça n'existe pas un ordinateur Windows quantique en fait. C'est ça que vous comprenez pas la plupart du temps. Un ordinateur quantique, ça résout des équations quantiques. Point barre. Donc on parle de superposition, de probabilité, on ne parle pas de produis-moi un 0 et un 1 et résous des calculs logiques, mathématiques. On n'est pas sur du Turing compliant, quoi.
Ah, mais bien sûr qu'il y aura d'autres perspectives, mais il faut arrêter de vous branler la nouille sur les ordinateurs quantiques. C'est ça, ça ne, ça, c'est pas, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un ordinateur quantique, en fait. Ça trompe les gens. À s'imaginer qu'ils vont avoir un ordinateur super rapide, etc. Non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas des calculs logiques. Ce sont des calculs probabilistes et statistiques. Point. Et pour faire ces calculs probabilistes, avec des tas de superpositions, ils sont bien, bien meilleurs. Allez, ceci dit, il est 13 heures. On va passer effectivement au range, histoire d'avancer un peu. Allez, je coupe et on passe au range.